La France de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick. Alors Emmanuel Macron a présenté samedi donc ses annonces à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Est-ce que les annonces pour vous, Natacha Polony, sont à la hauteur de l'enjeu ? Globalement, on peut dire qu'Emmanuel Macron a eu soin de répondre aux attentes principales des associations. D'abord en faisant une grande cause nationale du quinquennat carrément. Ça coûte rien, ça donne un peu de solennité. Alors il y a également des réponses à des revendications anciennes d'associations de lutte contre la violence, des éléments précis sur l'accueil des victimes, sur la prise en charge des plaintes. Autant d'éléments qui permettront d'éviter de passer à côté de crimes ou de souffrances majeures. Alors bien sûr, certaines féministes professionnelles se plaignent déjà que c'est pas assez, qu'il faut des moyens. Enfin, globalement, ce sont des avancées indéniables. On pourrait regretter que l'accent ne soit pas mis, notamment sur le relogement des victimes de violences conjugales, parce que c'est souvent la dépendance matérielle qui empêche une femme de fuir celui qui la martyrise. L'émancipation, c'est la seule vraie condition de la liberté. Et puis, derrière tout ça, dans les annonces, il y a l'amoncellement de réponses aux émotions du moment. Alors bien sûr, on nous avait expliqué que ce genre de pratique, c'était fini, que le principe sarkozien, un fait divers, une loi, c'était pas le genre d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, c'est à peu près ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait rentrer dans cette catégorie, Natacha Polony ? Donc une loi sur la présomption de non-consentement pour les enfants, ça on en avait déjà parlé, et puis la création d'un délit d'outrage sexiste. Alors ça c'est pour le harcèlement de rue, et là on s'interroge. D'abord sur le fait que ce sera la première mission de la police de proximité. On pensait qu'elle devait renouer la confiance entre la population et les gardiens de la paix, que l'urgence c'était d'en finir avec les zones de non-droit, les territoires confisqués par des gangs, ou même les pompiers et les policiers n'entrent plus. Pas du tout. L'urgence, c'est que des policiers traquent les siffleurs de jolies filles ou les gros rustos qui les insultent. Oui, mais il s'agit bien quand même d'une forme d'insécurité. Mais c'est pas la seule et ce n'est pas la plus difficile à combattre. Et puis surtout, dans tout cet édifice politique et législatif, on oublie que la justice a besoin de preuves et que dans tous les cas où deux paroles s'affrontent, on ne saurait décréter par principe que c'est la parole de la victime qui est sacrée. Mais bon, le président a gagné ses galons de féministe et c'est visiblement devenu absolument nécessaire en politique aujourd'hui. Merci Natacha Polony. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Patrick. Très libre au-delà des clivages politiques droite-gauche, votre carte blanche comme chaque matin. Alors parmi les mesures contre les violences faites aux femmes annoncées par Emmanuel Macron ce week-end, samedi précisément, il y a la création d'un module d'enseignement contre le sexisme et le harcèlement dans toutes les écoles du service public. Alors, ça suscite une réflexion plus générale, Henri Guénaud, sur l'école ce matin. Oui, quand il dit toutes les écoles du service public, j'ai envie de dire et les autres. Alors d'abord, l'idée de faire ces modules est une bonne idée, pourvu que le contenu ne mélange pas tout et ne fasse pas la part belle au féminisme échevelé pour lequel le sexisme commence avec la grammaire et se niche parfois dans les journées du patrimoine qu'il serait urgent, disent certains, de rebaptiser journée du matrimoine et du patrimoine. Espérons que cet enseignement ne confondra pas non plus le harcèlement et l'agression sexuelle avec la séduction. À cette réserve près, c'est donc une bonne idée à l'heure où le statut de la femme fait l'objet de tant d'attaques dans notre société. Mais elle pose, au-delà de son contenu, le problème de son champ d'application. S'appliquera-t-elle aussi aux écoles sous contrat ? S'appliquera-t-elle aux écoles hors contrat ? Pour les écoles sous contrat, il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'elles appliquent les programmes de l'éducation nationale. Pour les autres, il en va tout autrement. C'est l'occasion de revenir sur un sujet qui enflamme tout de suite les passions, mais dont il est urgent de discuter. C'est une vieille histoire qui remonte aux lois de l'école de Jules Ferry. La loi de 1882 pose le principe de l'obligation d'instruction et non celui de l'obligation d'aller à l'école. C'est le principe de la liberté d'enseignement qui permet aux familles de choisir librement la manière dont leurs enfants seront instruits et même de les instruire eux-mêmes. Le corollaire de ce droit tel qu'il a été interprété jusqu'à présent est que n'importe qui, ou presque, peut ouvrir une école ou scolariser ses enfants chez lui par simple déclaration. Mais le droit à l'instruction pour l'enfant, qui est aussi un droit fondamental, peut, comme le rappelle le Conseil d'État, justifier l'encadrement de la liberté d'enseignement dans la mesure où celui-ci n'a pas pour objet ni pour effet de le vider de sa substance. Bref, l'éducation nationale peut contrôler, encore heureux, au nom du droit de l'enfant, le contenu de l'instruction qui lui est délivrée.
Un décret de 2016 a renforcé ce contrôle. En cas de manquement, les parents, ou s'il s'agit d'une école hors contrat, le directeur, sont passibles de poursuites pénales qui, dans certains cas, peuvent être sanctionnées par une amende allant jusqu'à 7 500 € et 6 mois de prison. À l'heure actuelle, on compte plus de 56 000 élèves scolarisés dans les écoles hors contrat et 25 000 à domicile. Le contrôle, hélas, jusqu'à présent, était très épisodique et donnait assez peu fréquemment lieu à des poursuites. On verra ce que donnent les nouvelles modalités de ce contrôle. Mais ce qui est certain, c'est que sans remettre en cause la liberté de choix des parents, on ne peut pas laisser des milliers d'enfants apprendre n'importe quoi ou contraindre à des comportements contraires au socle des valeurs qui fondent notre cohésion nationale. Prenons le port du foulard à l'école. Son interdiction ne relève pas seulement d'une exigence de laïcité, mais aussi du fait que notre civilisation a forgé le statut de la personne et que l'école doit s'y conformer. À ce titre, il devrait être interdit dans toutes les écoles. Si l'on doit rendre obligatoire l'enseignement contre le harcèlement et les violences sexuelles, il faut que ce soit aussi dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles en France, on doit étudier les croisades et la Shoah. Le négationnisme doit être au programme d'aucune école. Le créationnisme non plus, en tout cas dans les cours de sciences. Dans toutes les écoles en France, même confessionnelles, on doit faire la part des choses entre la religion et la science, entre la philosophie et la science, entre le spirituel et le temporel. En France, à l'école, on donne à l'enfant les moyens de devenir un adulte capable de former son propre jugement. L'instruction est une émancipation, non un conditionnement. Ce doit être ainsi dans toutes les catégories d'écoles et dans les familles où l'on a choisi d'instruire soi-même ses enfants. Dans une société où l'imaginaire collectif, le socle des valeurs communs, l'idée partagée de la civilisation sont en train d'éclater, chacun peut avoir le droit d'instruire. Pour avoir ce droit, il devrait prendre un engagement sur le principe de ce qu'il enseigne et chacun devrait répondre à un critère de compétence pour instruire. Le moment est venu d'un grand débat sur l'obligation scolaire et sur les principes fondamentaux et les règles dans le cadre desquels peut s'exercer la liberté d'enseignement. Une charte commune devrait lier désormais tous ceux qui se chargent d'instruire. L'école sous contrat ou non, publique ou privée, devrait être labellisée et l'obligation, sauf pour les et obligatoire, sauf pour les parents qui disposent des compétences requises, qui signent la charte, se soumettent au contrôle et qui souhaitent instruire eux-mêmes leurs enfants. Et s'il le faut, organisons un référendum pour changer la Constitution. Et déjà, faisons respecter ces principes et ces règles dans toutes les classes de l'école publique, dans tous les quartiers. C'est vrai, la guerre scolaire est toujours latente. Mais il est temps que nous prenions nos responsabilités collectives sur ce sujet. Oui, Henri Guénaud, voilà pour votre carte blanche. Najat Vallaud-Belkacem avait déjà tenté l'année dernière, il avait renoncé de lancer un... Alors c'était quoi précisément? C'était un droit... Non, elle voulait transformer l'obligation de déclaration en obligation d'autorisation pour ouvrir une école. Bon, ce qui n'était pas en soi absurde, mais voyez-vous, le problème c'est que comme cette guerre scolaire est toujours latente, il y avait sans doute chez Najat Vallaud-Belkacem trop de militantisme, car pour entreprendre quelque chose sur ce sujet, il faut le faire sans esprit de sectarisme, sans vouloir imposer un modèle unique, en respectant les consciences, et donc sans vouloir aller trop loin dans le détail et le nombre des obligations. Il faut s'en tenir à un nombre limité de principes, mais il faut s'y tenir fermement si nous ne voulons pas laisser la voie libre à tous les intégrismes. Merci Henri Guénaud. Black Friday continue sur Sud Radio ce matin avec Michael Darmon et Christophe Bordet. Darmon est en solde. En liquidation, ce qui appartient à César. C'était l'expression utilisée tout à l'heure par François Calfon, qui est notre invité à 8h10. César, c'est un bien grand mot en l'occurrence. Oui, bien sûr. Il est grand, François Calfon aussi. Par la taille, c'est pas grave. Voilà, par le talent, c'est pas sûr. Du Parti socialiste. Non, mais il a dit les choses très clairement. C'est vrai que Emmanuel Macron, il fait partie. Il travaille sur la vente à la découpe de chaque parti. Bien sûr, il achète, il prend du côté de la droite comme du côté de la gauche. Alors la gauche, il y a eu le socialiste Dussopt qui est rentré au gouvernement en fin de semaine dernière. Et puis là maintenant, à droite, il y a certains, dont Gérald Darmanin, qui viennent d'adhérer à La République En Marche. Christophe Bordet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, on pourrait être d'accord avec Wauquiez qui ce week-end a parlé de ramassis d'opportunistes. Bon, après, l'opportunisme, il est un peu partout. Et le premier des opportunistes, pour remettre les pendules à l'heure par rapport à cette déclaration d'ailleurs de Wauquiez, c'est quand même Laurent Wauquiez lui-même.
qui, je vous le rappelle, est parti du centre-droit pour arriver presque à l'extrême droite, de manière à exister face à un Macron, puisque sinon, on se demande bien où il serait aujourd'hui. On a du mal à imaginer s'il était resté sur une droite, on va dire, souple, centre-droit, etc., il aurait sûrement fait la même chose que d'autres, comme Thierry Solère, qui ont rejoint ce week-end, donc, La République En Marche. Donc déjà, que Wauquiez balaye devant sa porte, balaye devant ta porte, Coco, ça ira mieux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, alors, on a vu Solère qui est donc parti des Républicains vers les Constructifs. On pensait qu'il allait justement travailler beaucoup sur ce nouveau parti, agir avec les Constructifs, etc. Finalement, il rejoint directement La République En Marche. Là aussi, j'ai envie de dire, bon, ça faisait un moment qu'on sentait que ça allait venir. Et il aurait peut-être pu prendre la décision beaucoup plus rapidement, y aller, arrêter de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Il y a un moment, ça suffit. D'ailleurs, là, j'ai envie de dire par rapport à Solère, pardon quand même, mais je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, et à ce niveau-là en tout cas, j'ai envie de dire, ni honte ni honneur. Est-ce que c'est ça que les gens ont envie de voir de la politique aujourd'hui ? Les gens, ils sont en attente de solutions pour leurs difficultés et on ne voit que des petits jeux insupportables. Oui, Mickaël Darmon. Ce sont des petits jeux ou pas ? On marquera de ce jour-là le jour où Christophe Bordet a compris que le Père Noël n'existait pas. Et je comprends la tristesse. Ça fait du bien de rêver. Je comprends la tristesse. Ouais. Mais la réalité, on part des rêves pour aller à la réalité. L'opportunisme. Mais il existe pour certains. Mais le problème, certes, mais le problème, ça n'est pas la pureté je dirais, de l'esprit et du geste. De tout temps dans l'histoire politique, on a assisté à des mouvements. On a quand même vu un François Mitterrand venir de la Révolution nationale pour ensuite être le premier président socialiste en disant donc au PS, le seul programme, c'est de prendre le pouvoir. On voit aujourd'hui, pour aller encore plus vite et arriver à notre époque, on voit effectivement Emmanuel Macron qui a compris que les partis politiques allaient arriver dans une période de décomposition et il incarne justement cette recomposition. C'est lui-même qui la provoque, la décomposition. Non, mais c'est au contraire, c'est pas lui qui la provoque, il vient la cristalliser, mais elle était déjà en route et peut-être que son talent politique a-t-il été de le comprendre avant tout le monde. Oui, vous avez oublié qu'il n'y avait pas eu l'affaire Fillon. Fillon serait peut-être au pouvoir aujourd'hui. Bien sûr, on va avoir parti pendant des années sur et si, pas du tout. Je pense même qu'il était fait pour perdre Fillon, quel que soit. Il avait un programme excellent, je vous le rappelle. Il avait un programme tellement excellent que même une partie déjà de ses supporters de la droite et du centre sont dégagés. Sont dégagés immédiatement avant même l'affaire. D'ailleurs, il perd l'essentiel de ses soutiens avant l'explosion de l'affaire Pénélope. Pardonnez-moi, ce que je vous dis est factuel. Essayez de l'entendre. Maintenant, le propos, il n'est pas là. Quelque part, ces gens montrent que, en partant du PS et en partant de la droite et en rejoignant quelque part un courant central, eh bien oui, il y a, je dirais, un pied de nez qui est fait au discours idéologique bien cadré, bien calqué, et qui, pour le coup, là, ne parle plus aux gens. C'est ça. Et là, je vous rejoins. Les gens ne veulent plus entendre des discours tout plaqués et tout faits qu'on entend soit en ce moment vers à l'ancien PS ou vers le futur ancien parti de droite de Laurent Wauquiez. Et son problème, et les problèmes de ces deux partis-là, c'est qu'ils ne savent plus parler aux gens. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on va voir les résultats économiques s'ils arrivent dans 2 ans. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que le monde politique ils ont raison est en de bouger, décomposition ou en recomposition, etc. Mais il va falloir se fier effectivement aux résultats d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, on ne les a pas. Je vous rappelle qu'il y a 50% des Français qui sont encore dans leur esprit sur il faut attendre un peu pour voir. Ce qui est quand même considérable pour un dirigeant. Ce qui est considérable, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit que les partis politiques sont morts, alors que peut-être que non, et que ça on aura, et que non, et qu'on aura la réponse d'ici 1 an et demi, 2 ans, quand on aura les résultats. Mais c'est là alors je dirais que là, parce que le socialisme peut encore avoir un sens si jamais Macron se plante. Mais pas du tout. Bien sûr que si. Christophe Bordet, là je pense que c'est de notre prérogative de professionnels et non pas de gens qui prévoient l'avenir, mais d'analyser à partir de l'existant pour bien comprendre que tout cela est irréversible. On ne peut pas avoir pendant des années. Il est trop tôt pour le dire. Non, mais c'est pas vrai. Mais on a fait des années que vous et moi regardons ce qui se passe et disons il faudrait bien un jour que ça change, et le jour où ça change, dire mais enfin que se passe-t-il, pourquoi ça change? Pardonnez-moi,
Le que ça changement, change, il c'est est pas le devant problème. nous. Et notre métier, le changement qui est devant nous, regardez, le changement qui est devant nous, c'est peut-être de redevenir ou de revenir plutôt aux fondamentaux. Voilà ce qui se passera à un moment, parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Et vous le savez bien. Mais votre travail et notre travail consiste à être capable de percevoir l'événement et de le raconter. On est en première ligne pour ça. C'est pour ça que souvent les gens nous aiment pas. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, simplement, Michael Darmon, il faut regarder. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. demain. Ça dépendra si par exemple le chômage baisse une fois pour... Mais bien sûr que si. Si les résultats sont là, si le chômage baisse une fois pour toutes, si l'économie redémarre, si le panier de la ménagère est à nouveau beaucoup plus important, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'effectivement Macron aura gagné son pari. Mais là, il est encore trop tôt pour le dire. Macron ne fonctionne... Je ne dis pas que Macron a gagné son pari. Macron ne fonctionne pour l'instant d'ailleurs qu'avec ses copains opportunistes, qu'avec ses copains de Bercy, etc. C'est tout. C'est ça la France de Macron. Est-ce que c'est cette France-là qui va gagner? Rien n'est sûr. Alors qu'il est rien. Bien. Eh ben, vous allez beaucoup sur les marchés français, comme vous dites. Absolument. Et tout le monde vous dit, il faut laisser le temps. Qui démarre aujourd'hui. Vous n'êtes pas le patron. Il faut laisser le temps, justement, parce que les Français sentent bien qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et c'est moi le patron ce matin. Il se passe rien de nouveau. Henri Guénaud n'était pas là comme arbitre ce matin. Vous le retrouverez évidemment demain matin. Merci, Michael Darmon.